Bonjour et bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Marie-Martine Schins. Bonjour. Bonjour. Ministre de l'Éducation, CDH. Tout d'abord, une petite question sur cet événement qu'on a appris hier. Joëlle Milquet, qui était désignée comme conseillère spéciale du président de la Commission européenne. Elle va être chargée d'une mission sur les réparations dues aux victimes. Quelle est votre réaction? Je vous propose 3 types de réactions. Réaction A, c'est une tâche qui lui ira très bien. Réponse B, c'est du cumul, puisqu'elle reste députée. Réponse C, elle voulait l'Europe, elle l'a. Alors, quelle est votre réaction? Je dirais que c'est quelque chose qui lui conviendra bien, parce qu'en fait, c'est un combat de plus. Et Joëlle, c'est une femme de combat, et je pense qu'elle est là à titre gratuit et qu'elle peut faire ça très bien. En plus de son engagement politique, il y a des liens en plus entre les deux. Alors, on va parler de votre actualité. On a beaucoup parlé de vous la semaine dernière parce que est sortie cette information selon laquelle les congés scolaires de Pâques 2019 ne seraient pas les mêmes du côté nord et du côté sud. C'est-à-dire, quand on a fait connaître ce nouveau calendrier, on a découvert cela. Alors, vous deviez voir la ministre flamande. Quand la voyez-vous? Quand allez-vous vous mettre d'accord? Mais je la rencontre ce vendredi. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce calendrier est connu depuis plusieurs mois. En fait, il était en ligne chez nous depuis la fin de l'année scolaire dernière. Et c'est un processus qui est habituel. Tous les 2 ans, une commission se réunit pour évaluer le nombre de jours de congés et de jours effectifs de cours et aménager, évidemment, l'organisation de l'année scolaire. Et en regardant l'année scolaire 2018-2019, on s'est rendu compte que si on voulait respecter le prescrit légal, à savoir entre 181 et 183 jours de congés de cours effectifs, la solution pour la communauté française, c'était de mettre le lundi de Pâques à l'intérieur des 15 jours de Pâques. Et donc, c'est ce qu'on a fait. La Flandre n'a pas choisi cette solution et donc nous avons congé une semaine plus tard que les Flamands, où eux ont congé une semaine plus tôt que nous. Ça dépend évidemment de quel point de vue on se place. Il n'y a jamais eu de coordination. Alors, il n'y a pas de coordination obligatoire. Maintenant, ici, évidemment, on s'est rendu compte que cette année, chez nous, c'était différent. Les autres années, ça ne s'était pas présenté de la même manière, si ce n'est dans les années 90, où ça avait déjà eu lieu. Je pense que c'est important de se coordonner, mais nous avons une solution qui nous paraît plus qu'intéressante parce qu'elle permet évidemment d'abord qu'on respecte le prescrit, d'avoir le bon nombre de jours de cours effectifs, mais aussi qu'on ait 5 jours de cours entre la période de carnaval et de Pâques, 5 semaines, alors que la Flandre, 5 semaines, pardon, oui. Alors que la Flandre n'a que 4 semaines. Or, on sait en termes d'apprentissage et d'évaluation aussi, qu'une séquence de 4 semaines, c'est vraiment très court pour les enseignants et les élèves. Mais donc, vous avez l'impression que votre solution est meilleure, donc c'est aux néerlandophones de se plier à la décision francophone? Je pense que chacun a pris sa décision, puisque l'enseignement est communautarisé. Oui. Maintenant, il y a des zones, Bruxelles en fait partie, mais aussi des zones comme la région de Moucron ou la région liégeoise, où les frontières sont proches et où c'est vrai que certains peuvent se retrouver dans une même famille à fréquenter l'enseignement flamand ou francophone. Mais donc nous allons en discuter ce vendredi de manière tout à fait ouverte avec Madame Krivitz, mais aussi avec Monsieur Mollers, qui est le ministre germanophone. Oui, qui est aussi concerné. Juste quand vous parlez des 180 à 183 jours effectifs, les jours blancs, ils comptent dans les jours effectifs? Tout est calculé en fonction de ça. Il y a un maximum de jours blancs autorisés également. Et donc, ce sont différentes règles qui se combinent, en fait. Alors, votre rentrée, c'était il y a un mois. Vous avez fait la rentrée scolaire. D'abord, est-ce que tout le monde a une école aujourd'hui, 5 Oui, octobre? aujourd'hui, oui. Mais c'est vrai que, comme chaque année, il y a eu encore quelques élèves qui, à la mi-septembre, étaient restés sur la liste d'attente parce qu'ils souhaitaient vraiment avoir l'école de leur choix et qu'il n'y avait pas d'autres écoles qui répondaient à leurs demandes. Donc ça montre bien l'enjeu important qui est la création de nouvelles places à Bruxelles et dans les zones en tension démographique, mais aussi la création de nouvelles écoles. On en a créé une avec un pouvoir organisateur mixte, 2 même à Molenbeek, une plus du côté de Jette, l'autre plus du côté de Berchem. Il y a eu des agrandissements d'écoles communales à Schaerbeek. Il y a eu une nouvelle école à Anderlecht, Sœur Emmanuel. Donc on travaille vraiment à renforcer l'offre de places pour que, à terme, avec les 20 millions qu'on dégage chaque année de manière récurrente, il y ait davantage de choix pour les parents pour réduire cette pression par rapport aux écoles qui sont complètes. Ça veut dire que vous croyez que ça va mieux se passer l'année prochaine encore? Je pense que ça va dépendre aussi du nombre d'élèves qui vont arriver dans la cohorte en première secondaire. Et ça, on est en train d'affiner les différents chiffres avec le monitoring des places disponibles et de la cohorte d'élèves. Et dans tous les cas, on doit
poursuivre chaque année les efforts, 20 millions récurrents qui ont été dégagés avec des appels à projets pour que tous les réseaux aussi puissent y répondre et puissent finalement créer de nouvelles classes, voire de nouvelles écoles. Et on ne parle plus de revoir le décret inscription, parce que pendant l'été, on en a beaucoup parlé. Oui, c'est vrai que pendant l'été, beaucoup de partis se sont exprimés par rapport à ce décret. Je suis tout à fait ouverte à des modifications dans les différents critères, etc. On sait qu'il y a des critères qui paraissent plus injustes aux parents que d'autres. Mais il faut quand même bien répéter une chose, c'est dans une école où il y a 400 élèves qui souhaitent rentrer, s'il n'y a que 200 places, le changement de décret ne va pas améliorer la situation. Maintenant, je suis ouverte à la discussion et comme tous les partis s'est exprimé, j'ai proposé que le Parlement constitue un groupe de travail avec notre rapport par rapport à des techniciens s'ils le souhaitent. Donc pour le moment, c'est en discussion au Parlement. Alors l'année dernière, la rentrée dernière, on avait beaucoup parlé des titres et fonctions. Oui. Il y avait eu, vous-même, vous aviez un peu fait votre mea culpa en disant bon, ça n'a pas été bien organisé. Cette année, on a moins entendu de problèmes, mais il y a quand même toujours des pénuries de profs, ça et là. Alors il ne faut pas lier la pénurie et le décret titres et fonctions. Il y a une pénurie dans certaines matières, à certains moments de l'année ou dans certaines zones, ça c'est clair. Mais aujourd'hui, je pense que de manière globale, toutes les classes ont trouvé leur enseignant. Par contre, par rapport à titres et fonctions, nous étions sur une période de moratoire qui permettait au directeur d'engager un enseignant, même s'il n'avait pas le titre requis, sans devoir justifier, etc., puisqu'on avait prévu finalement un phasage de la réforme avec ce moratoire. Nous avons voté cette semaine au Parlement les différents assouplissements de la réforme, et donc dès le 1er novembre, on passera en régime complet de cette réforme, mais avec des assouplissements qui vraiment vont améliorer les choses par rapport à ce qu'on appelait avant le fractionnement des charges, donc plusieurs enseignants pour remplacer un seul enseignant, étant donné les titres. On a vraiment tenu compte des associations de directeurs qu'on a rencontrées, des secrétaires de direction aussi, pour améliorer le décret. Alors, en matière d'amélioration, le cours de philosophie et citoyenneté, là, c'est la première fois qu'il passait en secondaire. Oui. Et là, quel est le bilan que fait la ministre? Mais j'ai justement cet après-midi une rencontre avec les collectifs d'enseignants, puisque je suis ça de très près. Nous avons créé au cabinet une cellule, la cellule CPC, qui est dédicacée au soutien de la mise en place, parce que n'oublions pas que c'est un nouveau cours. Et un nouveau cours, c'est aussi une nouvelle organisation. Donc nous avons eu environ 1400 demandes de pouvoirs organisateurs, d'enseignants, de directeurs qui ont été traitées par notre cellule en lien avec l'administration pour aider à la mise en œuvre. Parfois, c'est un problème de compréhension du texte. Parfois, c'est pour savoir quel enseignant est prioritaire. Et donc, tout ça a été mis en œuvre durant tout le mois de septembre. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est en partie stabilisé. Il y a encore des demandes qui viennent des collectifs d'enseignants, profs de morale ou de religion et citoyenneté. Tout à fait, les cours ont démarré. Et par rapport aux différentes demandes de ces collectifs, justement, on essaye de les rencontrer avec mon collègue qui a l'enseignement supérieur aussi, puisqu'ils doivent suivre une formation à terme et ils ont le temps de la faire par rapport à l'échéance 2021. Alors, en termes de budget, Rudy Demotte était là il y a quelques jours. Il était très content du budget, très bon. Et ce budget, notamment en matière d'enseignement et d'éducation, vous permet de passer à la deuxième phase du pacte d'excellence. Ça veut dire qu'en 2018, qu'est-ce qu'on pourra se permettre de plus dans la matière éducationnelle? Mais il y avait 40 millions d'investissements en 2017. Il y en aura 83 pour cette année. On va poursuivre les plans de pilotage, donc la mise en œuvre des plans de pilotage par les écoles avec l'aide administrative au directeur du primaire qui vient et qui est 3 fois plus forte qu'auparavant pour permettre à ces directeurs de dégager du temps pour entrer dans les plans de pilotage. Il y a aussi en maternelle la deuxième phase. Il y a eu ce renforcement avec un nombre d'instituteurs et institutrices plus important, 380 enseignantes en plus pour cette rentrée 2017, parce qu'on avait diminué les paliers de comptage qui permettent d'ouvrir des mi-temps et des temps pleins en maternelle. Oui. Et la deuxième phase va être la statutarisation d'une bonne partie des puéricultrices et des psychomotriciens qui sont aujourd'hui dans des statuts ACS, APE, qui ne sont pas des statuts évidents. Et donc le fait de les statutariser va renforcer finalement leur position, leur reconnaissance par rapport à un travail important qu'ils font. Et ça permettra aussi, avec tous les points APE et ACS qui seront dégagés, de réengager une nouvelle vague. Et donc toujours de soutenir l'accompagnement en maternelle. Il y a également 2,5 millions qui sont prévus pour la gratuité à l'école, et notamment en maternelle, puisque depuis fin août, on a l'étude de la Ligue des familles qui a été beaucoup plus pointue que d'habitude et qui a permis de bien cibler quels étaient les budgets des parents pour les maternelles. Ils ne sont pas explosifs, justement, donc on pense qu'on va pouvoir compenser
ces demandes vers les écoles et ça permettra d'arriver à une gratuité en maternelle et puis progressivement donc ça veut monter dire, en avec primaire. ces 2 millions, vous pensez que vous serez 100% gratuit en 2018 vu les chiffres qui pour ont le maternel? Oui, vu les chiffres qui ont été fournis par la Ligue des familles, on pense pouvoir y arriver. Maintenant, le modèle doit être construit durant cette année scolaire-ci. Donc, on doit faire tourner les modèles chiffrés avec les chiffres dont nous disposons grâce à la Ligue des familles et à son étude. Oui, et donc l'objectif, c'est pour les années suivantes de le faire en primaire. Alors, il y a des moyens secondaire. qui augmentent dans le phasage du pacte, mais on commence par les maternelles d'abord. Alors, il y a aussi des constructions de bâtiments aussi qui sont prévues. Alors, il y a 24 millions récurrents, 20 millions pour la création de nouvelles places ou de nouvelles écoles ou d'extension d'écoles dans les zones en tension démographique. Ça veut dire Bruxelles, mais ça veut dire aussi certaines zones en région wallonne. Et ça, on passe vraiment à un modèle récurrent. On était avant dans des plans d'urgence avec, en 2013, le plan Antoine Nelec qui a vraiment eu toute sa raison d'être. Ici, on est dans un système récurrent avec chaque année un appel à projet pour que tous les réseaux puissent nous dire voilà, ces projets-là peuvent être réalisés et voilà les subventions dont nous avons besoin. Il y a encore 4 millions aussi pour les programmes prioritaires des travaux où là, on n'est plus dans des travaux d'urgence, de châssis, de toiture, de réparation, pour permettre aussi de maintenir, bien sûr, le bâti existant. Oui, oui. Alors, dans ce gouvernement qu'on croyait un peu moribond pendant l'été, finalement, vous avez l'air de bien vous entendre. Ah oui, surtout, on a fait passer tous les décrets nécessaires à la rentrée en juillet avec l'ensemble du Parlement, avec de belles unanimités autour de projets. Donc, justement, le travail a été bien mené au mois de juillet. Ça veut dire que vous ne suivez pas votre président du CDH qui disait qu'il fallait prendre un peu de distance par rapport au PS? La question n'est pas là. On a constaté qu'Écolo et Défi ne voulaient pas suivre ce changement de cap. On a pris acte. Nous, on continue à avancer. Rudy Demotte l'a dit, on a pris nos responsabilités, à la fois en juillet, en assurant la rentrée. Aujourd'hui, en tenant un budget, en prenant un budget qui est réaliste, qui est soutenable pour la Fédération Wallonie-Bruxelles et qui permet des investissements dans l'enseignement, mais aussi dans la recherche ou dans l'accueil de la petite enfance avec Alda Gréoli. Donc je pense que voilà, la Fédération Wallonie-Bruxelles a montré aussi qu'elle pouvait décider et avancer. Alors une dernière question, il n'y a pas eu de consensus sur une proposition que vous avez faite au moment du conclave budgétaire. Vous vouliez que les salaires des ministres diminuent de 10%. Et pourquoi vous avez fait chou blanc? J'ai fait cette proposition parce que ça me semblait intéressant à un moment où on doit faire des efforts et on en a déjà fait en Fédération Wallonie-Bruxelles, notamment par rapport aux frais des cabinets. Cette proposition n'a pas rencontré de consensus, j'en ai pris acte. Ça ne nous empêche pas de continuer à travailler. C'est vrai que certains ont dit on est venu assez tard dans le conclave avec ça. Je pense qu'il ne faut pas 1 heure pour prendre ce genre de décision. Il faut simplement en avoir l'envie. Il n'y a pas eu de consensus. Ce n'est pas pour ça qu'on ne peut pas continuer à avancer de manière très concrète et pour l'enseignement et pour les matières de la Fédération. Ça veut dire que vous allez revenir avec cette proposition-là? Oui, d'ailleurs, Rudy Demotte a dit que ce n'était pas quelque chose de balayé. Donc oui, ça peut encore être réfléchi. Merci Marie-Martine Schins. Demain, Stéphanie Meyer recevra Françoise Berthiaud pour répondre notamment à tout ce que vous avez dit aujourd'hui. D'ici là, bonne journée, bonne soirée à tous.